Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Politique à table. À la carte aujourd'hui, on vous propose d'aller faire un tour chez l'une de nos plus chères voisines, l'Italie, botte de lumière ancrée dans la Méditerranée où chaque repas est une déclaration d'amour à la vie, promesse que l'on partage aujourd'hui avec le chef Massimo Mori. Buongiorno. Buongiorno. Et bonjour à vous, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Valérie, bonjour Massimo. Buongiorno, cher Jean-Pierre. Alors Massimo Mori, vous êtes né en Lombardie, là où le Pô irrigue les terres comme un bouillon lit un risotto. Fils d'un cordonnier vénitien et d'une cuisinière émérite, vous avez grandi entre les mains d'un père qui façonnait le cuir et celles d'une mère qui sculptait les tortellini. Un double héritage qui forgera votre carrière, on y arrive. À 15 ans, vous rejoignez l'une des plus hautes écoles hôtelières d'Italie pour apprendre à transformer les produits en poésie. Quelques années plus tard, à Paris, vous deviendrez le complice de Giorgio Armani, célèbre créateur, qui vous demandera de dresser l'Emporio Armani Café. Et voilà, les deux bagages parentaux réunis, travailler les matières nobles, du cuir au foie de veau, à la vénitienne. Depuis 2006, vous avez relié les canaux de Venise à la Seine dans votre restaurant parisien, le Mori Venice Bar. Les gondoles s'amarrent dans le 2e arrondissement de la capitale pour y déposer les plats typiques de là-bas. Et c'est justement au menu du jour, n'est-ce pas Jean-Pierre? Oui, mamma mia, toute la cuisine paysanne de la botte dans notre assiette avec un musetto, une saucisse au museau de porc de Vénétie, servie avec une polenta blanche et en dessert, une zuppa inglese. Dans le dessous des plats, on va revenir sur les allergies alimentaires. Dans les pieds dans le plat, quels sont les secrets du lièvre à la royale? Plat d'exception de notre gastronomie, reportage en cuisine avec des chefs à suivre. Voilà pour le menu. Maintenant, on passe à table et je vous propose de nous ouvrir l'appétit avec cuisine et confidence. Massimo Mori, l'intarissable savant de la cuisine italienne, vous savez mieux que quiconque que la cuisine, comme la mode, est une affaire d'élégance et d'excellence. Au summum, il y a la haute couture et la gastronomie, autant dire du sur-mesure et des assemblages millimétrés, aussi bien sur les modèles que dans les assiettes. Il y a aussi des étoffes et des ingrédients rares et précieux, la soie et la truffe d'Alba, le cachemire et le vinaigre balsamique. Il y a aussi des créateurs de génie, des stylistes excentriques et des chefs un peu toqués, des récompenses, les défilés de la Fashion Week, Paris, Milan, et les macarons de la Bible rouge, le Michelin. Mais l'Italie, c'est aussi conjuguer l'élégance avec le prêt-à-porter, ou la cuisine du quotidien, avec ses pâtes et ses pizzas enviées et mal copiées dans le monde entier. Mais vous, aujourd'hui, Massimo, vous avez choisi de rendre hommage à la modestie, se vêtir à la friperie. Aujourd'hui, dans l'assiette, on appelle ça en Italie la cucina povera, la cuisine pauvre en ingrédients mais riche en saveurs. La succulence de la table paysanne. Comment conserver le museau du cochon pour en faire une délicieuse saucisse vénitienne, accompagnée d'une simple mais soyeuse polenta blanche qui n'est rien d'autre, Valérie, que de la semoule de maïs. Et Massimo, si ça, c'était finalement le vrai chic de la cuisine de la botte. Je suis tout à fait d'accord. je peux qu'être d'accord de tout ça, hein, parce que c'est très important. Mais je dirais que cette manière de voir la cuisine, elle a toujours été ancrée en moi, mais déjà par ma formation, par ma culture, par mes parents. Hein. Mon père, il travaillait des matériaux nobles, mais d'une manière simple. Ma mère, il travaillait des produits de la terre d'une manière simple. L'important, c'est que le client il soit satisfait et avoir le goût et respecter sa gastronomie. Alors, on va essayer justement d'avoir du goût. Comment on fait? Est-ce qu'il faut les manger séparément? Est-ce qu'il faut mélanger dans la fourchette? Expliquez-moi. Alors là, devant vous, vous avez énormément de choses. Oui. J'ai essayé de les regrouper vraiment mes deux origines, mon côté vénitien et mon côté mantovano. En bas, vous avez une crème de zucca baruca qui vient de la plaine du Pô. Traduisez un peu. Zucca, c'est courge. La courge, voilà, oui, le la potiron. courge, le potiron de baruca qui est particulière. Vous avez un musetto de la Vénétie qui nous, dans la zone plutôt mantovane ou emiliane, on l'appelle cotechino, mais n'est pas la même composition, attention. Vous avez un vinaigre balsamique 25 ans en réduction qui amène sa souplesse, son douceur et sa profondeur. Et vous avez la moutarde de poire, fruits moutardés. Okay. Donc, et à côté, accompagnant, vous avez la polenta
blanche Bianco Perla, que c'est la première maïs qui est venue grâce à la découverte des Amériques par Christophe Colomb, C'est ça, qui a c'est été une- implantée. C'est une variété semoule. très ancienne. C'est la première qui est arrivée. Quand vous allez, le maïs mexicain, sud-américain, il est blanc, il n'est pas jaune. Après, il s'est transformé en jaune. Mais ça, c'est la première qui est arrivée en Italie, notamment à Blave de Mortean. Et c'est une polenta qui a une certaine finesse Oui. par rapport, moins rusticité que la polenta jaune. Qui est la polenta jaune, vous avez la bramata, vous avez celle de montagne. Il y a différentes polentas qui donnent une certaine épaisseur, une certaine rusticité. Mais alors pourquoi la polenta blanche Pourquoi Valérie disait dans son enfance qu'elle en mangeait. On ne mange pas vraiment de polenta blanche. Alors, Non. j'en On a que de la polenta. jamais vu, et pourtant, je peux vous dire Oui. que ça fait 40 ans que j'en mange de la polenta. Et alors, ben voilà, ben vous faites Il est doublement difficile d'en plaisir. trouver à Paris et en Italie, on en mange essentiellement à Venise, non? Alors, c'est difficile à en trouver parce que déjà, c'est du maïs qu'ils ont des, comment dire, une saison, un type de saison. D'accord. Il est rare, plus de difficulté à le cultiver. Ok. Et il est plus dressé comme polenta. Il a évolué. Il est plus connu dans les zones maritimes et notamment lagunaires parce qu'elle suit très bien notamment les ragoûts de poissons, par exemple les calamaretti frits. Si vous avez sur le delta du Pô, quand il faut les petites fratures des calamaretti ou des poissons, ça va beaucoup mieux parce qu'elle est souple. L'encre dessèche, les petits Les calamars calamars à dessèche. l'encre de sèche, c'est une Voilà. spécialité Et vénitienne. donc, elle ne va pas. Si vous faites un calamar dessèche, tu le fais sur une polenta jaune et tu le fais une polenta blanche, il y a un monde. Ah oui. La ok. souplesse n'est pas la même, le rusticité c'est pas la même, le goût n'est pas tout à fait le même. Et alors pourquoi je veux mettre la polenta blanche, même si là on est plutôt sur le mantour à Vénitie, Oui. là pourquoi justement? Parce qu'elle a une particularité, elle amène une douceur et elle amène avec un gratiné de parmesan, ça donne une autre profondeur toastée à l'aliment. C'est ce que j'allais vous dire et vous demander justement pour que nos téléspectateurs comprennent aussi. Ce n'est pas que de la polenta. Il y a un petit gratin dessus. Exactement. Expliquez-nous. Et voilà, donc la polenta blanche elle-même, elle est assez douce. Hein. On devrait, si je devais la travailler, disons, avec ces plats compléments, je le ferais frit. Ok. Hein, pour lui donner là aussi une autre texture qui accompagnerait la courge et le musetto. Mais là, je préférais amener notre tradition d'une manière contemporaine, hein, parce que la cuisine est attachée, ce que j'aime faire, est attaché à mon terroir, est attaché à mon histoire, mais on est d'aujourd'hui. Moi, j'ai un petit peu, je dirais, ça me fait toujours un peu rire quand tout le monde il se relie à la grand-mère. Mais j'adore ma grand-mère, j'adorais ma grand-mère, elle m'a appris 1000 choses ma grand-mère, mais ma grand-mère avait une technique qui était limitée par rapport à la technique qu'on lui donnait. Hein, Oui, on n'avait pas la même composition technique d'une cuisine actuelle, le four à vapeur, les mêmes outils. Plein Il y a les mêmes d'ustensiles, oui, outils. voilà. Mais- Donc la pauvre, elle ne Elle faisait pouvait... avec ce qu'elle pouvait. Exactement. Mais Massimo et Valérie, là, moi, je trouve que dans l'assiette, quand on regarde, on reçoit parfois des chefs étoilés, on a l'impression que c'est un alignement, comme je disais tout à l'heure, de haute couture. Ouais. Mais il faut bien se rendre compte que c'est que de la semoule de maïs Ouais. et que du museau de porc. C'est-à-dire que la plupart des charcutiers, ils le jettent, le museau. Ah oui. Mais là, on l'a récupéré, on Exact. l'a haché et on l'a mis avec... Et on Alors, en fait ce museau qu'on sublime délicieux, avec hein. du vinaigre balsamique. Exactement. Ma question, c'est sur le vinaigre balsamique, parce que tout le monde a du vinaigre balsamique À la chez soi. maison, c'est vrai. Mais si on met le vinaigre balsamique chez nous sur ce museau, au lieu de le sublimer, on va un peu le- on va le tuer. Oui. Racontez-nous ce que c'est que le vinaigre et le vrai vinaigre balsamique, parce que c'est un maquis, en quelques Ah oui, mots, Massimo. je suis d'accord, totalement. Aujourd'hui, on parle balsamique, tout le monde parle vinaigre balsamique. On en met Vinaigre partout. balsamique, oui. Il y a un peu comme la guiole, le vinaigre balsamique il était usurpé par le système industriel. Ah, ok. Le vinaigre balsamique, aujourd'hui, en Italie, ils l'ont protégé en disant traditionnel, que tu l'as à Modena comme tu l'as à Parme. C'est deux définitions un peu différentes. Là-bas, c'est deux vins différents. Un temps Lambrusco, et différents types de Lambrusco, et l'autre côté, notamment vers Parme et Piacenza. De l'autre côté, on a le Trebbiano, que c'est un blanc, et notamment un Trebbiano qui est d'origine espagnole. Donc, une c'est sur une base rouge, l'autre c'est sur une base blanche, dans laquelle on met une batterie de petits tonneaux, de bois différents, plus ou moins différents, selon la maison, selon la culture de la maison. Et disons qu'on fait, le grand-père crée une batterie, historiquement, encore aujourd'hui, il crée une batterie Pour qu'on comprenne bien une batterie, c'est qu'il y a un tonneau, il y a un tonneau, c'est ça. Et Exactement. on va au fur Alors, et à qui mesure peut aller transvaser le... minimum, exactement, que minimum, il part de trois tonneaux.
de différents contenants jusqu'à 12 tonneaux. Donc il y a le tonneau maestro, celui qui va recevoir le mou, l'oxygéner, le mettre en température et après l'oxygéner et les mettre dans les différents tonneaux. On part du départ. Hein. On a tous ces tonneaux, on fait le mou, on le fait réduire le mou, on les met dans les tonneaux. Les tonneaux, vous verrez, ils sont ouverts, et ils ont une grande ouverture, juste un petit tissu dessus pour pas qu'il y ait des mouches, quelque chose qui rentre dedans. Et l'oxygénation, il fait que ces mous, il va se réduire et s'oxygène. Et donc, il va un peu comme le scélérat. Okay, c'est un peu le système solaire. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est le système solaire. On peut en parler après dans le dessert. Donc pour aller vite quand même, Massimo, parce que c'était une question, ça m'intéressait, mais à la fin, il devient très concentré. Concentré. Et un vinaigre balsamique qui commence à être vinaigre balsamique à partir de 12 ans. Donc quand vous c'est pour ça que c'est si cher. Oui, forcément. Et il y a des vinaigres balsamiques 70, 80, 100 ans. Oui, ok. C'est 100 ans. Tout d'un coup, tu prends un vinaigre balsamique qui a commencé il y a un siècle. Et donc, tu te rends compte. D'ailleurs, il y a eu un grand désastre quand il y a eu le tremblement dans la saison parce qu'il y a des tonneaux qui sont tombés. C'est encore une autre histoire. Mais donc, on prend le premier tonneau. Il est rempli par le deuxième par le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à le mou de l'année, comme ça, minimum 12 ans. Et après, ça, c'est le vinaigre balsamique. Alors, on a toute l'Italie, là, réunie à table. C'est fantastique, c'est merveilleux. Sincèrement, c'est délicieux, et je le dis vraiment avec grande sincérité. Vous faites comment pour faire venir vos produits à Paris? Voilà. Alors, pour faire venir les produits à Paris, aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple. Moi, je suis un peu un grand maître là-dessus. Pour une raison, pour faire venir les produits d'Italie, il faut avoir une connaissance du produit et des régions, une approche avec le fournisseur et un respect du fournisseur. Alors, expliquez-nous. Oui, c'est simple. Alors, je vais un peu en avant. Alors, déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère, dans laquelle il m'a donné, ma tante, une panoplie de produits de la région énorme, et dans laquelle je me suis appuyé, parce que quand j'appelle un fournisseur qui fournissait déjà ma mère, c'est même plus un fournisseur. J'ai des choses que les autres, ils n'ont pas. Et je organise le plus souvent possible dans l'année, maintenant, et d'ailleurs, j'y vais 3 fois ce mois-ci, avec mes chefs, avec mes directeurs, des déplacements sur les fournisseurs, sur les endroits de production. Alors, je vous y disais, là, je vais en Sicile, après, je vais dans le Friuli, après, je vais en Lombardie. Et on va voir le produit, comment il est fait, même si on le connaît, on va lui dire bonjour, on va faire un petit dîner, et toujours, ça arrive très souvent que je découvre des produits. Mais c'est phénoménal. Ouais. Ça n'existe pas nulle part au monde. Je ne sais pas, l'Italie, c'est une nation intarissable. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Ça veut dire que pour vous, la cuisine italienne, elle ne se fait essentiellement qu'avec des produits 100% italiens. Autrement, on ne peut pas faire de la bonne cuisine italienne. Mais non. Vous n'avez jamais trouvé de fournisseurs en France? C'était un peu ma question, quoi. Aujourd'hui, il y a des petits fournisseurs qui commencent à faire ce type de travail. Mais souvent, par beaucoup de problèmes de distribution, de coûts ou manque de connaissances, ils sont attachés à des bons artisans. Artisans semi-industriels, qui font des très bons produits. Attention, je ne dénigre pas. Moi, je suis attaché aux producteurs. Là, vous avez des produits producteurs. Là, vous n'avez rien qui vient de la grande distribution. Donc, tu m'as dit, voilà, la polenta de Bianco Perle, oui, on peut la trouver si quelqu'un se donne le mal, mais il faut encore aller là-bas, il faut encore les trouver, il faut encore... Et alors, ce qui est très intéressant, que lors de ces endroits, il y a toujours quelqu'un qui dit, Massimo, dis donc, mais tu connais ça, ces fromages? Tu connais ce que tu dis? Des fois oui, mais des fois non. Qu'est-ce que c'est? Mais putain, c'est mon ami. Attends, on va l'appeler, il va te le donner. Là, par exemple, une petite variante de ça. Oui. Hein, j'ai mon boucher en Italie qui me sélectionne les choses. Il dit, Massimo, tu sais quoi? Je suis allé dans la ferme et ils m'ont fait goûter le musetto, mais avec la langue à s'amistrer de cochon. Pardon, c'est pas toujours du museau. C'est-à-dire qu'on peut mettre autre chose dedans. On peut faire, mais donc assez long. Alors, l'Italie, il faut savoir que ça fait 160 ans que nous sommes unis. C'est une jeune nation. C'est-à-dire que tout était concentration. On est concentré chacun par sa propre, même pas région, mais sa province et même sa propre clocher. Moi, j'ai plein d'anecdotes dessus. Si vous faites un tortellino de mon village, Viadane, avec Cogozzo qui est attaché au mari en frère, ouais, ils sont pas pareils. J'ai dit, mais tu as trouvé ça? Un jour, il m'est arrivé un chef de là-bas, un garçon qui a travaillé avec moi, et il m'a fait un tortellino di zucca. Nous, on le fait avec une zeste de citron. Et lui, il m'a fait dire, vas-y, Italo, on va faire ci, ça. Ok, monsieur Mori, vous inquiétez pas. La courge, etc. Je goûte. Je dis, mais Italo, mais t'es fou ou quoi? Il y a de la menthe. Et il me regarde.
Mais pourquoi tu ne mets pas de la menthe? Non, mais moi, c'est de la citron. 500 mètres, 1 kilomètre, je ne connaissais même pas. Ok. Des familles, le mélange des familles. Donc c'est très important. Donc il y a, des variantes, mais énormes. Énorme. C'est pour ça que je dis tout le temps, celui qui va vous dire, je fais de la cuisine italienne, ou c'est marqué dehors, cuisine italienne, c'est ou un ignare, ou un usurpateur. Il ne peut pas y avoir les deux. Ou alors c'est des grandes entreprises qui y profitent des drapeaux italiens. C'est une marque maintenant, la cuisine italienne. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on vient de parler, Valérie, qui a des racines italiennes, on vient de parler de la polenta, on parle de la cuisine italienne depuis un quart d'heure, on n'a pas prononcé les mots pizza et pasta. C'est vrai. Comment sortir de ce diktat de la pizza et de la pasta quand on est italien? Ça vous rend fou, ça, non? Ben oui, parce que là, aujourd'hui, moi, tous les jours, je circule en Paris et tout ça, je vois que le développement de la pseudo-cuisine italienne à Paris, dans lequel je respecte, moi je respecte tous les gens qui travaillent, j'ai un grand respect et je dénigre personne, mais aujourd'hui est devenu un business. Donc on prend, c'est énorme, mais c'est extraordinaire ce qui est en train de se faire. Beaucoup de pizzas, alors là aujourd'hui... Mais l'Italie est devenue une marque, Massimo. C'est ça. Mais ça veut dire que vous ne mangez pas de pizza? Jamais? Rarement. Ah ouais? Rarement. Non, mais parce que la pizza napolitaine ou la pizza romaine, par exemple, qui sont deux types de pizza, ça vient bien de... Alors, moi, je veux dire, c'est pas nous qui l'avons inventé pour le coup. Alors, moi, si je mange une pizza, c'est la seule que je mange, vraiment, si je dois choisir, sauf si je suis invité, c'est la ruota di carro. C'est la quoi? La pizza, sa grand-mère. Non. Alors, la ruota di carro. C'est quoi? Eh ben voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire que, d'ailleurs, la première pizza, ce n'est jamais été au four, elle a toujours été frite. Ah bon? Ben, bien sûr, la pâte, on l'a frit, et puis c'est comme une ciambelle, et puis on y mettait la tomate après, quand on l'a découvert en 1500, et plein d'autres, le basilic, n'en parlons pas, et ainsi de suite. C'était un plat pour nourrir. N'oublions pas que la cuisine pauvre, c'est des produits comment est arrivé le riz, comment est arrivé l'haricot. Pourquoi en France, aujourd'hui, on a l'haricot tarbé? Mais là, on ne faisait jamais avec l'haricot. On le faisait avec la fève. Oui, bien sûr. Vous voyez? Donc, pourquoi? Et on a amené le riz, on a amené plein de produits dans nos pays pour nourrir le peuple. Bien sûr. Donc pas de pizza pour vous, quoi. Alors, non, mais pizza, déjà, c'est pas moi. Alors, il faut savoir que moi, je suis dans la région dans laquelle la base était le beurre, le sandou. L'huile d'olive, on l'utilisait, on a changé aussi pas mal là-dessus. L'huile d'olive est utilisée quand tu étais malade ou pour les salades. Mais alors très léger, il fallait qu'il venait ou de lac de Garde ou qu'il venait dans certains endroits, notamment de la Ligurie. Autrement, le sandou et le sandou, c'est la graisse de porc, pour ceux qui ne savent pas. C'est ça. Donc c'est... Alors qu'on associe l'Italie essentiellement à l'huile d'olive. Oui. Bon, là aussi, il y a beaucoup d'histoires. Et alors, moi, quand j'étais petit, qu'on commençait à sortir avec les copains et tout ça, nous, on mangeait comme des croque-messieurs, des espèces de croque-messieurs. Quand on sortait, il n'y avait pas la pizza. Et un jour, s'installait un pizzaiolo. Et moi, je me rappelle, c'était tout de suite le succès. Et moi, je me rappelle que nos vieux, mais qu'est-ce que vous allez manger là-bas? De la pâte sporcata. Sporcata, ça veut dire souillé, ça veut dire... oui, sporcata, c'est pas qu'on peut dire en français. Souillé avec de la tomate, mais c'est quoi que vous mangez là? T'as compte? Moi, je peux vous dire que c'était les années 60, vers la fin des années 60. Donc, ça fait pas tellement longtemps. Et il n'y avait pas la pizza au nord. Après, ça a commencé. La pizza a pris pour plein de raisons. C'est vrai que c'est un plat qui est très intéressant, une spécialité qui est intéressante pour plein de raisons. Et pourquoi pas. Mais moi, ce que je préfère, alors, j'aime pas tellement la napolitaine. Excusez-moi, monsieur les napolitains, mais pas que j'ai rien contre napolitain. Parce que cette pâte est un peu épaisse. Parce qu'elle est soufflée, et de plus en plus soufflée. Alors, il y a la pizza Copertone, dans laquelle il y a des gros bordures, que pour moi, elle était inventée plus pour maintenir la sauce dedans quand on le met au four, et pour pas qu'il tache les plaques de pierre, que plus pour faire, et puis c'est quelque part joli, mais il y a une masse de pâte qui est élevée. Alors, on dit 48 heures, et ainsi de suite. Mais moi, je préfère la ruota di carro. Pourquoi? La ruota di carro, c'est la fameuse pizza dans laquelle on la frit, puis on la frit, puis on la condit à tomate et tout ça, et après on remet au four. Et pourquoi on ne la fait pas? C'est simple, double travail. Quand vous devez faire la valeur d'une pizza, c'est faire des centaines. Des centaines. Là, c'est double boulot. Tu as encore des boulots. Il faut la frire, il faut la sortir, il faut la mâcher. Donc, on ne la fait plus. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je vous conseille tous d'aller manger une pizza comme ça, que je ne pense pas qu'il y a à Paris.
On cherchera. Un peu plus court, mais je ne sais pas si c'est possible avec Oui. vous. On parlera de la gastronomie italienne Oui. tout à l'heure en deuxième partie, Oui. mais un mot, c'est parce qu'on parle de la pizza. Il y a un autre mot-clé de la cuisine italienne, c'est la pasta. En Oui. revanche, la pasta, elle est galvaudée, mais elle a encore ses lettres de noblesse. Elle peut être servie dans un étoilé. Oui, bien sûr. Mais regarde-nous. Mais sous quelle Mais, forme? monsieur Armani, Pas la mais- pasta. Non, mais la pasta, c'est un monde, là aussi. Quel type de pasta? Pas trop Quelle long, hein. farine? Avec quels œufs? Combien d'œufs? Il y a mille pâtes différentes. Et d'ailleurs, une pâte, il va avec une sauce. Tu ne peux pas, par exemple, une sauce au poisson va avec une pâte longue. Va pas avec une macaroni au fusil ou tout ça. Il y a, Il y a la science de la pâte. Il y a la science de la pâte. Ça va ensemble. Ce n'est quelque chose. Et à la fois, quel type de pâte? Plus long, plus courte. Et il y a plein de dimensions dans la pâte. Et la pâte, puis tu as la pâte à la sfogliata, tu as la pâte de nos grands-mères qui la faisaient à la main et qui la tiraient. Et la tagliata, la mal tagliata. C'est un monde, la pâte. Ma mère, elle faisait une lasagne à 12 petites couches tellement fines de pâte, 12, que tu prenais la fourchette, tu faisais comme ça, tu la mangeais Comme comme un ça. millefeuille de lasagne. Et entre, Exceptionnel. c'est génial. et entre les pâtes, qu'est-ce qu'il y C'est avait? super. La Avec viande? sauce bolognaise, un Oui, peu de comme béchamel, des lasagnes, ou alors variante en allant vers Reggio Emilia, Modena et tout ça, Oui. un petit peu d'épinards. Ah oui, Oui, chèvre et la pasta, pinard, les ouais. lasagnes verdes. Ouais. Non, mais non, pas simplement la pâte, Non. mais à l'intérieur, l'intérieur, oui. avec la bolognaise, béchamel, épinards. Ah ouais. Poêlés. On note, hein. Essayez un jour. Ouais, et bah, vous allez voir bah, comment on c'est va- très bon. on va essayer. Vous voyez, mais c'est tous des variantes. Et là aussi, dans la pâte, mais c'est un monde. Entre le nord, le sud, les îles, la montagne. C'est extraordinaire. Les pizzoccheri fait avec la farine sarrasine, qu'on peut manger avec du chou, des pommes de terre, pour remplir bien le ventre, qu'on allait Pour bien travailler, manger. pour bien manger. Et que maintenant, on l'a fait avec la truffe noire. Ouais. C'est une variante, mais c'est très bon. Voilà, tu vois, je veux dire, là, la pasta, c'est exceptionnel. C'est énorme. Ouais, c'est un univers, Ouais, tout on un fera une univers. autre émission sur les pâtes. Exactement, et On a vous compris le message. réinvitera pour ça. On va revenir à cette fabuleuse assiette. Est-ce que c'est un plat qu'on peut faire chez soi? En tout cas, on va essayer avec vous. Jean-Pierre, vous allez nous donner 3 choses à savoir. Alors, moi, c'est la première fois que j'en mangeais de cette muzzetto. Il s'agit d'une vieille recette de Vénétie, une saucisse donc préparée à partir du museau. Vous savez, dans le porc, on dit rien ne se jette, tout se consomme dans le porc. Hein. Joues, cartilage, peau, muscles, tout ça est haché finement et mélangé à des épices. Là, ça doit dépendre du village. Hein. On a bien compris que chaque village, chaque clocher avait ses épices, comme la cannelle, le poivre et la noix de muscade. Évidemment, le muzzetto, c'est un peu compliqué de le faire soi-même. Il faut avoir la chance d'en trouver un dans une épicerie fine italienne. Ça fera demander hors antenne si on peut en trouver à Paris. Pour la cuire, départ à l'eau froide avec un petit oignon, une carotte, du céleri, laurier, romarin. Porter lentement à ébullition. Et on fait mijoter ça, j'ai lu, alors vous allez peut-être me contredire, mais presque 2 heures. C'est peut-être beaucoup trop. C'est trop, 40 Ça me minutes. paraissait beaucoup trop, 40 parce minutes. que le saucisson lyonnais qui peut se Alors, ressembler, attention. c'est 40 minutes. Alors Jean-Pierre, le chose, c'est le musetto, c'est des petites pièces, donc ils cuisent beaucoup plus vite. Si tu fais la mariole beaucoup plus grand, il faut 2 D'accord. heures. Donc dans ces cas-là, En c'est fonction 40 de- minutes. Et Voilà, puis- c'est compte de On la le cuit pas trop l'épaisseur. longtemps et on le laisse se reposer, on le sort pas, on le laisse se reposer un peu Oui. dans le bouillon. Alors le muzzetto est généralement servi avec des pommes de terre, de la polenta jaune comme on l'a dit, qui est un peu plus rustique, mais bien sûr avec la bianca, c'est formidable. Et cette polenta, elle se cuit dans l'eau 30 minutes. Et puis bien sûr on l'accompagne, comme on l'a vu, avec la mostarda, ces petites poires qui sont un peu fortes, mais qui sont pas du tout la moutarde de Dijon, bien entendu. Ah non, ça n'a rien à voir. Tout est bien noté. Il y a aussi une histoire sur la moutarde. Hein. attention. Alors, rapide, dites-nous Non, rapide. la moutarde française, c'est la moutarde, vous la connaissez. Oui. Hein. Donc, mais la mostarde italienne, ça vient de mostardate, le mou ardent. En haut du Moyen-Âge, on faisait le condiment pour accompagner les viandes, et j'étais très viandard, et pour conserver les fruits, notamment hors saison, on a découvert que la sénapé, le sénépier, composition de la moutarde française, maintenait l'aliment. Et c'est pour ça qu'on a mis ça. Et en plus, ça donnait une punch au produit, oui, ce ça- qu'on n'avait Un peu pas de avant. peps, quoi. Comme la moutarde française, ça dope un peu. Exactement. Et pour accompagner ce plat, vous nous avez rapporté un vin. Alors, je vais essayer de bien le dire. Le Raboso del Piave. Exactement, de mon ami Giorgio Cecchetto. Expliquez-nous, c'est quoi ce vin? Voilà, pourquoi je vous ai amené ce vin? Parce qu'on peut parler de l'Amarone, on peut parler de la Valpolicella, on peut parler de tous les vins du Nord et tout Oui. ça, mais je trouve que c'est un vin qui est très intéressant avec le musetto, ses côtés onctueux, cartilagineux, avec ses produits. Pourquoi? Parce que déjà, on a une histoire. C'est le seul vin que les Romains mettaient dans leur soute
pour faire les voyages. C'est ce que j'ai lu. C'est un vin qui Exactement. existait à l'époque romaine. Exactement, sul Piave. Pourquoi? Parce que c'était le vin qui s'appelle raboso, mais ça vient du raposo, raposo râpeux. Il a une expression aromatique, mais en même temps, il a cette petite acidulité, Oui, oui. et c'est un infondu qu'il va équilibrer le gras et l'onctuosité de musetto. Ok. Et c'est ça qui est intéressant. Et une histoire énorme. Voilà. Et en plus, c'est un tout petit producteur, Giorgio Chicchetto, qui bon, malheureusement est décédé l'année dernière. Il y a sa femme et son fils qui continuent. Et c'est des nominations qui sont nouvelles, qu'ils ont portées comme ça au bout de bras, qu'ils ont préservées face à la grande développement des grands vins dans la région, et qu'ils ont vraiment maintenu, parce qu'il faut savoir que le raboso, c'est des plantes on les plante un petit peu comme, peut-être que tu connais ça, dei cipressi, c'est-à-dire qu'on a le raisin qui monte jusqu'à, il faut aller avec des escabeaux échelles, ok. jusqu'à 5-6 mètres d'auteur. Des vendanges avec des échelles, j'avais Des jamais échelles. entendu. Ok, Ah oui, ok. bien sûr, tu en as un blanc à côté, notamment, marrant, parce que c'est une technique romaine aussi. Pourquoi? Il faut attention que le fait de tailler le raisin est quelque chose de romain. Parce qu'à l'époque, le raisin, c'est une plante à grand pente, il était souvent au-dessous des autres arbres. Oui, 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 c'est vrai, ça bien faisait sûr. Donc, simplement que là, on les met sur des espèces de cipressi parce que c'est plat. Et donc, l'auteur et l'ensoleillement permet d'être le raisin plus ensoleillé. Simplement que c'est emmerdant avec la technologie, parce qu'il faut monter à 6 mètres avec les Oui, escabeaux. bien sûr. Vous aviez commencé une petite anecdote pour nous dire qu'il était là du temps des Romains Oui. pour une bonne raison. Vous Oui, l'avez la pas- raison, c'était que le taux d'éthanol important qu'il avait à l'époque, par l'unification, n'est pas comme maintenant, permettait le vin de ne pas tourner dans les soutes. Ah oui, Oui. C'est d'accord. pour ça que les vins, à l'époque, il y avait des gros problèmes pour amener le vin. Et ça, c'était le vin que les Romains, ils avaient choisi pour ses caractéristiques, pour le mettre dans les soutes et pour les... Pour qu'ils pour les voyagent. hommes. Et pour qui le voy- et qui maintenir. vont voyager. Pour maintenir le moral Allez. Exactement. des navigateurs. Allez, on Très bien. avance dans notre fabuleux menu et c'est maintenant l'heure de déguster nos neurones sous huile. C'est parti avec les quiz. Alors Massimo Mori, vous n'êtes pas seulement un restaurateur, mais un formidable conteur, on vient On l'a de le compris. voir, souvent inspiré par la commedia dell'arte. Alors sauriez-vous nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses? Oui, on va essayer. Harlequin a un solide appétit, au point que dans une pièce, il attrape une sauterelle bien dodue, s'amuse avec elle avant de la gober sous les rires du public. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dirais que c'est possible. C'est possible, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est faux parce que c'était une mouche dans le Lazzo della Mosca, la pantomime de la mouche. Bon, bon, d'accord. Le personnage Gioan Diala Duggia, qui incarne un paysan du Piémont, Oui. a donné son nom au gandiugia, une spécialité turénoise à base de chocolat et de noisettes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, dit comme ça, on dirait que c'est vrai. Cette histoire, je ne la connais pas, mais pourquoi pas? Sincèrement. C'est vrai. Ah oui, Car on lors du dirait. carnaval, On dirait, oui. 1865 à Turin, on fit distribuer dans les rues par ce personnage cette friandise qui du coup prit son nom. Ouais. Polichinelle est un insatiable mangeur de glace. Est-ce Ouais. que c'est vrai ou c'est faux? Polichinelle, Polichinelle, il n'est pas sicilien. Alors, je dirais que c'est faux. Oui, c'est faux. C'était un mangeur de pâtes, d'où son Ouais. surnom Mangia Macaroni. Mangia macaron, ben oui. Le cocktail harlequin est à base de limoncello, de sirop de framboise et de gin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais je trouve que c'est peut-être pas bon déjà. Mélanger Donc, tout ça. mélanger tout ça, ça pourrait être les couleurs, oui, mais sincèrement, je suis pas dans la mixologie et ça m'intéresserait pas même. Alors, c'est faux. Ah bah oui, Je ne bon. sais pas si le vrai Ah va ouais. davantage vous plaire. Non. C'est de la vodka, de l'arancello, du sirop de fraise. Et sous l'Italie de Mussolini, le mot harlequin était employé pour remplacer le mot cocktail, jugé trop anglophone. Ah ouais. Très bien. Oui, Allez. c'est pour ça qu'en Italie, souvent on dit le côté arlecchino. Oui, Ah oui. Oui, c'est vrai. Allez, deuxième quiz. Grand Wow. spécialiste de la Voilà. gastronomie italienne, on l'aura compris. Mais installé en France depuis des années, on va Oui. maintenant tester vos connaissances sur l'une Voilà. des spécialités de la cuisine française, les sauces. Oui. Saurez-vous Oula. nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses? La sauce suprême est à base de jaune d'œuf et de crème. Suprême, jaune d'œuf, comme non. Exactement, vous avez raison, c'est faux. Oui. Ça, Oui. c'est la parisienne. Oui. Dans la suprême, il y a crème, Oui. beurre et citron. Mais vous le saviez déjà. La Oui. sauce bordelaise, Oui. à base de vin rouge, Oui. se prépare à partir d'un fond blanc. La bordelaise à fond blanc, alors je dirais que non.
Vous avez raison, encore une fois. je dirais C'est que non. faux, vous avez Oui. raison. C'est à base d'un fond brun. Ouais. Et le fond brun, Oui, donc pour le sûrement. préciser, c'est un bouillon composé d'os et de parures de viande. Bon, j'ai pas mal de chance pour le moment. Bah, non, mais vous avez surtout beaucoup de connaissances. Non, mais bon, La sauce- c'est une déduction parce que la cuisine Eh ben, française, c'est pas bravo. mon truc. Oui. La sauce chasseur contient du sang. Oui, bien sûr. Bah non, c'est faux. Ah si, le Ah chasseur. bah non. Apparemment, la sauce chasseur, c'est une sauce à base de fond brun, de vin blanc et de champignons. Ah oui, mais alors Peut-être je la pas de sang, confonds mais avec peut-être la que ça peut. cacciatore italienne qui a du sang. La, Ah oui, c'est la- possible. la vraie sauce française, effectivement, il n'y a pas de sang. Il y a pas de Après, sang on peut dedans. après, on peut Variante. lier de temps en Oui, temps. oui. J'imagine. Mais on la l'appelle cacciatore- chasseur, mais la sauce chasseur. Oui, oui, mais la cacciatore en italien a du sang. C'est pour ça que je vais Allez, dire ça. dernière question. Voilà. La sauce Colbert est une sauce Robert. Non. À laquelle sont ajoutés des capres. Pardon. On La recommence. sauce Colbert, Oui, est oui. une sauce Robert Avec à les laquelle capres, sont oui. rajoutés des capres. Oui. Eh ben non, Eh ben non. ce sont des cornichons. Pas des cornichons. Sincèrement, je ne connais pas. Sincèrement. Bravo Allez, quand même, parce que c'est pas votre deux- cas. 3 sur 3 4. sur Bravo. 3 sur 4. Non, même vous pas. êtes- Non, si, 3 sur 4. Si, si, quand même. 3 sur 4, Ah oui, bravo. bon, ben Allez, on bravo. passe. Vous êtes accepté. Exactement, Ah bon, on passe à la suite du repas avec la brève de comptoir. Ouais. Alors pour préparer cette émission, Massimo Mori, on vous a demandé d'aller chercher dans votre mémoire un moment qui vous a profondément marqué lors d'un repas. Oui. Et ça s'est passé ici, à Paris, dans un restaurant qui n'avait pas d'huile d'olive. Oui. Ah ben ça, c'est ma première approche avec la cuisine, enfin la restauration parisienne, qui a toujours été une restauration de brasserie, peu populaire, assez rapide et assez grognon dans les services. Et donc, je suis revenu à Paris et je vais essayer de vous la faire le plus rapidement possible. J'ai été invité à un dîner à une brasserie qui n'existe plus à l'école militaire. Okay. Et donc, je suis arrivé, je venais de la Suisse. Et donc, avec ce monsieur, j'ai choisi un poisson. Et je choisis un poisson. Donc, je suis servi du poisson. Et à un moment donné, ces poissons, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien mettre un petit peu d'huile d'olive. Et donc, j'essaye de choper le gars qui parle de tous les côtés, mais qui ne vous regarde jamais dans les yeux. Et à un moment donné, il dit, monsieur, oui, monsieur. Il dit, est-ce que je pourrais avoir, monsieur, de l'huile d'olive? Ça ne me dit rien. Ni merci, ni au revoir, ni le reste, il part. Quelques secondes après, il m'arrive une dame d'un certain âge, probablement de mon âge maintenant, je ne veux pas dire vieux. Donc il s'approche comme ça, il se penche sur moi, et comme ça, il me dit, monsieur, je dis, oui, madame, bonjour, c'est vous que vous avez demandé de l'huile d'olive? Je lui ai dit, oui, madame, s'il vous plaît. Il dit, monsieur, sachez qu'ici, nous sommes en France. On parlait italien avec la personne. Et en France, c'est le pays du beurre et de la crème. Jamais je mettrai de l'huile d'olive sur mes poissons. Ah, alors moi je suis resté choqué comme ça, je la regarde, mais c'était pas elle l'intéressant, c'était le monsieur. Je dis, madame, excusez-moi d'avoir demandé l'huile d'olive, mais ça m'a resté à moi. Donc on finit le repas, c'est une personne très importante dans laquelle j'ai travaillé après pendant de longues années, monsieur Di Polo, et donc on s'est salué, on devait se voir la semaine d'après, tout ça, mais ça m'a resté comme ça m'avait vexé, profondément vexé. Je dis, mais quelle ignorance de cette dame. Mais comment je pourrais lui faire un petit affront, pas un front, mais Un petit tacle. un petit tacle élégant. Et en sortant, j'ai remarqué, ça existe encore aujourd'hui, un petit fleuriste qui vendait 3 types de roses. Une rouge, une blanche, une orange avec une bordure rouge. Forcément, je ne pouvais pas la prendre blanc, je ne pouvais pas prendre des roses rouges. J'ai pris 3 roses, orange, bordure rouge. Je suis rentré dans la brasserie, direct à la caisse où la dame elle était là, et je lui ai dit, madame, c'est pour m'excuser de vous avoir demandé de l'huile d'olive. J'ai tourné mes talons, je suis parti. Je ne sais jamais, ça s'est un peu figé, je ne sais jamais qu'est-ce qu'elle a pensé cette dame, est-ce qu'elle était fou celui-là ou quoi, mais c'était une manière pour vraiment me dédouaner de cette... De cette situation. Mais aujourd'hui, grâce à vous, dans toutes les brasseries, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'huile d'olive sur les Merci, tables. Massimo. Alors, mon cher, alors, cette anecdote, je l'ai racontée lors qu'il y a une union des huiles d'une grande marque française, j'ai donné le nom, avec une grande marque italienne. Et je dis, et maintenant, au bout de 30 ans, je suis heureux que l'huile d'olive rentre dans toutes les tables Sur toutes les françaises. tables françaises, absolument. Allez, on parlait d'huile d'olive. Oui. À l'instant, elle est considérée comme sûre à utiliser pour tous les gourmands qui, malheureusement, souffrent d'allergies. Et si ils sont de plus en plus nombreux. Alors, certains restaurants ont décidé d'en faire une force plutôt qu'une contrainte. On en parle tout de suite dans le dessous des plats.
Gluten, lactose, fruits à coque et j'en passe. La liste des ingrédients allergènes s'allonge autant que le nombre de consommateurs concernés. Mais à Paris, près du jardin du Luxembourg, Judy a fait du sans gluten sa signature. Plats colorés, recettes végétariennes et desserts maison séduisent aussi bien les intolérants que les curieux. Hélène Bonduel et Eva Billon se sont régalées. Regardez. Je pars sur le tagine. Très bien. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai pas goûté encore votre tagine. Allez-y, millet, c'est son gluten aussi, j'imagine. Oui, complètement. Alors tout va bien. Un tagine revisité sans semoule de blé et un bouillon de légumes riche en minéraux. Le repas idéal pour cette cliente intolérante au gluten, mais fine gastronome. Il y a vraiment un côté qui est un vrai restaurant et pas juste un restaurant sans gluten, un peu triste, un peu on mange par défaut. Et je trouve que cette nourriture-là, elle peut aussi apporter de la joie, de la technique. Et puis voilà, j'aime bien aussi faire découvrir à des amis. Moi, je suis sûre que pour mon rendez-vous pro après, je serai bien, que je vais pas avoir mal au ventre, je vais pas tousser. Je trouve que c'est esthétiquement très joli et leurs saveurs sont quand même très variées. Des plats sans gluten, mais surtout anti-inflammatoires, plus digestes. C'est cette Australienne naturopathe et micronutritionniste de formation qui en a eu l'idée. Quand on respecte une sorte de chronobiologie par rapport à l'assiette, on se sent vraiment beaucoup mieux, on dort mieux, on a plus d'énergie au long de la journée. Et respecter le rythme du corps, ça commence dès le petit déjeuner. C'est à une base de 7 graines, avec un mélange de noix et graines, naturellement sans gluten. Donc ça nous apporte toutes les vitamines du groupe B, des protéines naturelles, les protéines végétales, les oméga 3, les bons acides gras et des fibres. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très complet et on l'accompagne avec notre beurre d'amande maison et on le boit avec un matcha, donc c'est à base d'un thé vert qui soit très riche en antioxydants. Ça nous apporte aussi de la théine qui est quelque chose de très intéressant pour la santé du cerveau. Je pense que j'absorbe mieux les aliments, les nutriments, les vitamines, les minéraux et tout, parce que la digestion se fait normalement. Donc, j'ai remarqué que sur les ongles, les cheveux, la peau, tout ça, ça agit aussi. Est-ce qu'il vous arrive, Massimo Mori, qu'on vous demande du sans gluten dans vos restaurants? Oui, oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous répondez? De plus en plus, nous avons des pâtes sans gluten qui sont faites sur la base de riz et de maïs, qui sont pas mal. Il y a un côté plus élastique à la mâche, mais qui est pas mal. Donc, bien sûr, nous sommes là pour faire plaisir aux clients. Nous sommes là pour accompagner le client dans ses demandes. Le client qui demande sans gluten, forcément, il sait qu'il n'a pas la même consistance, la même mâche, le même produit. Mais pour vous, c'est pas une aberration. Pour vous, le mangeur de pâtes, le gourmand de pâtes, c'est pas une aberration. Vous vous dites, ok, il faut... Oui, moi, j'ai dit, il ne faut pas manger, c'est tout. Je veux dire, vous ne voulez pas manger de pâtes? Mais non, mais aujourd'hui, vous allez au restaurant. Alors déjà, moi, ça m'embête quand je vais dans un grand restaurant, parce que maintenant, c'est devenu la mode, qui dit, vous n'avez pas d'allergie, vous n'êtes pas intolérant, vous n'êtes pas ici. Je dis, mais quoi? Non, moi, je suis normal. Je dis, je mange tout. Je vais dire, j'ai l'impression d'être dans une clinique à l'hôpital. Moi, je vais au restaurant pour jouir de la restauration, et ainsi de suite. Et s'il y a quelque chose que je n'aime pas ou que je ne peux pas manger, je ne le commande pas. À leur décharge, parfois, c'est pour ça que maintenant certains restaurants indiquent tous les allergènes. Mais on les a pas tous. Parce que non, on les a pas tous. Parce qu'il peut y avoir des traces de cacahuètes, des traces qui peuvent, comme ça, dans le libellé de la recette, ne pas surgir et avoir des conséquences. Oui, c'est vrai ça. Mais nous, on le demande. Nous, forcément, on constate ça en cuisine. Bon, on sait. Et nous avons toute une liste. Nous sommes obligés de lister les allergies et les produits. Et puis, normalement, quand quelqu'un a vraiment un gros problème comme ça, il s'amuse pas d'aller dans des produits dans lesquels il peut avoir un problème. Notamment des choses. Pour élargir un petit peu la question et rebondir en même temps sur ce que vous disiez, voilà, manger, et notamment manger au restaurant, c'est pour se faire plaisir, c'est pour jouir du moment. Ça veut dire que vous ne faites absolument pas attention ni au gras, ni au sucre, ni au sel. Madame, vous avez l'expression. Non, c'est vrai que là, on a très très bien mangé. Vous avez l'expression. Quand je dis cuisine, attachée à notre terroir, attachée à notre histoire, mais en même temps contemporain. C'est ça. C'est-à-dire qu'on fait attention au gras, on fait attention aux produits, les cuissons et tout ça, au sucre. Bien sûr, on essaye de limiter
Bien sûr, voilà. Bien sûr, on ne fait pas la cuisine. Quand je vous disais, il y a beaucoup de gens, ça me fait un peu rire. Ma grand-mère, ma grand-mère, ma grand-mère. Ma grand-mère, il y a des plats qui sont immangeables aujourd'hui, même de ma mère. La pauvre qui est morte à 95 ans. Il y avait des plats exceptionnels, mais des plats qu'on ne mange plus. Des plats à la ferme qu'on ne mange plus. C'est trop concocté, c'est trop gras, c'est honteux. C'est parce que c'était pour nourrir des personnes qui allaient dans la terre, à travailler la terre. Bien et sûr. c'était vachement dur. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça, le corps. Mais ça, c'est clair. Nous, tout est allégé. Ok. C'est clair, tout est allégé. Ah, mais c'est intéressant. Tout est travaillé comme ça. Dans la suite des sans gluten, sans allergènes, et vous avez parlé de mode, alors c'est pas toujours Oui. le cas, mais c'est vrai aussi, sans lactose, cette liste des 100, elle n'arrête pas de s'allonger. Sans viande, sans rien. Est-ce que ça, cette espèce de communautarisation de la table, ça vous énerve un peu en tant que mais restaurateur? Oui, parce que c'est une manière commerciale, c'est tout. Vous différencier des autres, donc on va dans cette ligne-là, on va dans cette ligne-là. On fait beaucoup de... Aujourd'hui, on standardise trop nos métiers et ça m'emmerde, sincèrement, ça m'emmerde. on a compris. On l'avait traduit. On a compris. Allez, depuis mais parce que ça devient un truc... C'est impossible. Il y a des gens que moi, je dis, mais ces pauvres personnes, mais comment... Mais c'est quoi comment... En fait, ils veulent créer des concepts de restauration pour après les développer. C'est ça aujourd'hui. Ce n'est pas faire la cuisine pour faire plaisir, ou faire la cuisine parce que c'est votre sang, votre histoire. Ils la font parce que c'est un business. Oui, bah oui. Voilà. On est Et d'accord. donc on transforme tout pour créer un commerce, pour créer une ligne. Vous voyez. Alors ça fait fureur. Instagram, bon, vous voyez, je veux dire. Ouais. Et là, ça se développe comme ça. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le problème de notre métier. Et des jeunes qui rentrent dans notre métier. Nous perdons, par exemple, moi je perds du personnel parce qu'ils veulent faire de la bistronomie, parce qu'ils veulent faire de fine dining un peu particulier, et ainsi de suite, parce que nous sommes attachés à la tradition, nous sommes peu, même contemporains, mais quand même attachés au produit. Oui, donc ça revenir à va la jusqu'à vraie une cuisine, certaine quoi. base, Ouais. mais après ils veulent le féerique, le gars de faire le plat, créer un plat, Ouais. que peut-être, voilà, ils sont n'existait pas, voilà, ok. ils sont dans la créativité à tout azimut, voyez, et dans l'étonnement. Ouais. Hein, ils veulent étonner. Ils arrivent, l'effet waouh. Ouais. Et waouh. Alors c'est bien aussi, mais... C'est la nouvelle Ouais, c'est génération. bien. Exactement. Ouais, exactement. Mais on va revenir à la tradition aussi, parce que c'est bien aussi, parce que depuis le début du repas, on voyage en Vénétie, on passe des antipasti au primi piatti, secondi piatti. Piatti forte. Exactement, mais vous qui êtes installé en France depuis des années, on avait envie avec Jean-Pierre de vous cuisiner un peu sur la gastronomie française. Encore. C'est maintenant avec les pieds dans le plat. Et oui, il fait partie de notre patrimoine culinaire, Valérie, le lièvre à la royale, vous connaissez. Bien sûr. Créé en 1898 par le sénateur Aristide de Couteau. Depuis, les chefs se sont emparés de la recette pour la modifier, comme le meilleur ouvrier de France, Gérard Besson, qui l'a transmise ensuite à Mathieu Garrel, son ex-lieutenant, désormais chef du Bélisaire dans le 15e arrondissement de Paris. Un duo de choc pour un plat d'exception. Eh bien, c'est un reportage d'Alicia Roguet avec Pierre Beretta et Eva Billion. Voici le lièvre à la royale, un monument de la gastronomie française, une recette souvent associée à Louis XIV et un savoir-faire transmis de génération en génération. Non mais c'est pas assez serré ça. Ah, t'as vu ? Mais non, c'est pas serré. Chaque automne, pour le préparer, le chef Mathieu Garrel retrouve son mentor Gérard Besson, meilleur ouvrier de France 1976. Tout d'abord, il faut mettre la farce, puis les trompettes de la mort. Un mélange riche, sans oublier le foie gras. L'idée, c'est un équilibre entre la chair du lièvre, la farce et le foie gras en fin de compte. Gérard Besson est aujourd'hui à la retraite, mais son exigence est intacte. Là, vous faites des beaux nœuds, là. Et après, vous repartez comme ça. C'est compris ou pas? Oui, c'est tout bon. Ça va passer. Tel un bijou, la ficelle vient délicatement envelopper la ballotine. Pour préparer un lièvre à la royale, il faut respecter chaque étape. On va les mettre en chambre froide et on pourra commencer à les cuire dans 3-4 jours, pas avant. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le chef Mathieu pour le service. À la découpe, le résultat est là. Maintenant, on est prêt pour dresser. On y va. Là, on laisse égoutter un peu notre lièvre qui a mariné, qui a réchauffé, dans la remouille. C'est la sauce qui a été passée. Ensuite, on garde les os pour garder encore le maximum de goût du lièvre.
Donc là, on va napper notre lièvre à la royale. Ce soir, côté salle, le plat du jour est très attendu. Il nous a dit que ça arriverait d'ici 15 jours et voilà, on en a profité. On savait que ce soir, on avait un créneau un peu libre et on est vraiment très contents. Effectivement, la texture est remarquable, surtout la façon dont la viande se délite très délicatement. Légèrement effiloché, tout est bien harmonieux, non, c'est vraiment très bon. Le lièvre à la royale, un défi technique et de saison, est à déguster uniquement durant la période de chasse du lièvre d'octobre à fin novembre. Ouais. J'ai vu que pour le prix Goncourt, d'ailleurs, au déjeuner, ils ont servi un lièvre à la royale. Massimo Mori, vous connaissez bien la cuisine française. Est-ce que vous avez déjà goûté un lièvre à la royale? Oui, bien sûr. Moi, je l'avais mangé la première fois avec le chef Bonin, qui était le chef du Crillon à l'époque, donc ça fait des années. Alors, ce n'est pas moi. Donc, il faut dire que je ne suis pas un grand. J'apprécie pas trop la chasse. Hein, le gibier. J'allais vous poser la question. C'est pas tellement mon truc. Ok. Hein, bon, j'en ai mangé. Bon, ça me fait plaisir, mais je suis pas un grand passionné de la chasse en général, que ce soit le chevreuil, le cerf, que ça toute n'importe quelle chasse, même la pharaone, dirais-je. C'est la pharaone, c'est le maximum de la poule que je peux manger faisander, mais j'en ai mangé. Bon, c'est intéressant. Vous faites, ça vient de la lièvre royale, ça vient des recettes très anciennes, hein, qui on l'a dit, en 1888. Oui, mais même avant, même Moyen Âge, on faisait. Oui, parce que c'était le gibier. Mais couteau, là, vraiment, là, le seigneur. Il y a Carême ensuite, un grand cuisinier qui l'a revisité. Donc il y a deux écoles. Est-ce que vous, si vous retrouvez vos souvenirs, vous l'avez mangé à la cuillère? Oui. Voilà, parce que ça, la cuillère. Ça se mange à la cuillère. Mais pourquoi il s'appelle royal? Dites-moi. Parce qu'on le servait au roi, qui n'avait plus de dents, et du coup, il pouvait le manger à la cuillère. Louis XIV, voilà. C'est pour ça qu'on l'appelait royal. Et Carême l'a revisité. Aujourd'hui, tout le monde revisite un peu ce lièvre à la royale, mais c'est vrai que c'est assez fort. Oui, c'est fort. Après, nous, dans nos régions, on a le salmi. Le salmi à la vénitienne, c'est un peu la même chose. Simplement, il n'y a pas de foie gras. Ce n'est pas travaillé tout à fait de la même manière. Après, il y a des variantes là aussi, mais c'est une cuisine médiévale, ça, de base. Et au-delà de l'époque et donc de la cuisine médiévale, est-ce que la cuisine française vous inspire? J'adore. Est-ce que vous regardez un peu ce qui se fait? Est-ce que parfois vous faites de la cuisine fusion? Par exemple, des escargots avec des pâtes, c'est possible ou pas? Absolument pas. Ça existe, hein, ça peut. Mais non, alors, il faut savoir que moi, j'adore la cuisine française. Pour moi, mon grand maître et la personne que j'adore, c'est Bernard Pacot. Ah oui. Je pense que c'est le topissime. Okay. Malheureusement, il a arrêté son activité parce que, bon, c'est un moment donné, il faut arrêter. Et il a bien fait. Mais pour moi, c'est le summum parce qu'il y a une élégance, il y a un produit, il y a une finesse, mais dans la matière et dans le travail, il y a une sélection. Moi, je lui ai dit, mais t'es un ayatollah. S'il y a quelque chose, hop, on ne fait pas. C'est quelqu'un qui était vraiment dans la précision, mais dans le produit, dans le respect du produit, de la saison. Pour moi, c'est le summum de la cuisine française et qui va être, je ne sais pas d'ailleurs, je demande, où est-ce qu'on va manger ça maintenant depuis qu'il a arrêté, je ne sais pas. Il y a plein de grands chefs. Il y a plein de grands chefs, on vous donne des adresses. Il y a plein de grands chefs, je suis dans cette philosophie-là. Oui, c'est vrai que Pacot est particulier et singulier. Voilà. Si vous deviez citer un plat totem de la cuisine française où vous êtes prêt à traverser Paris à quatre pattes, c'est quel plat? Waouh, un plat français typiquement... plat français, tradition française. Ne cachez pas votre enthousiasme. Alors, non, attends, je suis en train de chercher. Alors, moi, je suis un grand amoureux de Chateaubriand au poivre vert. Ah. C'est quoi ça? C'est une pièce de bœuf? C'est une pièce de bœuf. D'accord. Une sauce poivre vert. Ouais. Okay. Voilà, donc tu me parles, c'est une spécialité française. Ah, parfait. Alors, je ne veux pas parler, bien sûr, j'adore les plats paysans, ou régionaux, comme par exemple la bouillabaisse, comme j'aime les plats, le bourguignon, voilà. La blanquette. J'aime tous ces plats-là, je les aime quand ils sont bien faits. Le dessert, parce qu'on ne finit jamais notre repas sans une note sucrée, c'est l'heure du péché mignon.
Alors une zuppa inglese, c'est vrai que vu comme ça, on s'est dit on va pas manger Une soupe. on va pas manger une soupe d'abord et puis anglaise avec un Italien à notre table. Mais en fait, il faut pas se fier à la tradition littérale. En fait, ce dessert remonte au XVIe siècle environ. Ce sera une interprétation latine de la trifle anglaise, qui est une superposition de crème pâtissière de fruits et de génoise qu'un diplomate italien aurait goûté à Londres. Il aurait adoré et à son retour, bien sûr, il aurait demandé au cuisinier de la cour de Ferrare de lui préparer. Alors voilà comment cette trifle anglaise est devenue la zuppa inglese avec un dessert al cucchiaio, je ne sais pas si on le dit bien. Al cucchiaio, oui. C'est comme le lièvre à la royale, on le mange avec la cuillère, comme le tiramisu. Oui, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Qu'est-ce qui fait par exemple le rouge? C'est ce qui Le frappe rouge, le plus. c'est la liqueur, la fameuse liqueur de Santa Maria Novella, El Kermes, qui est basée, la couleur elle est donnée par la cochenille, hein, la petite cochenille, et qui est à la base, c'est une liqueur. Ah non, attendez, les gens n'ont pas compris. La liqueur, la couleur, elle est donnée parce que c'est un petit animal, un petit insecte. La cochenille, la petite insecte qui donne la couleur. Il faut savoir que c'est un liqueur pharmaceutique, comme beaucoup des liqueurs anciens, hein, comme la chartreuse d'ailleurs. Hein, et simplement, il est rouge par rapport à cette cochenille. Et il était servi pour pouvoir donner de la digestion, pour digérer. D'ailleurs, je crois que c'est François Ier, fils de Catherine de Médicis, il a été sauvé dans une digestion grâce à cette liqueur pharmaceutique, qui est créée, la vraie, donc à Santa Maria Novella, la plus ancienne pharmacie qu'on connaisse, qui est basée à Florence, qui fait tous ces liqueurs, parfums différents, pharmaceutiques. Et pour accompagner ce dessert qui est absolument dingue, vraiment, Oui. c'est fabuleux, bravo. Merci. Vous avez amené un vin Joséphine doré, c'est ça? Oui. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, Déjà, il a une couleur particulière. Oui, tout à fait. Il faut savoir que... Jean-Pierre, je vous Alors, la laisse un petit Joséphine dorée, je l'ai voulu l'assembler parce qu'elle est très historique aussi. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Il faut savoir que c'est la base du Marsala. Bah, on sent C'est bien la le base du Marsala. Marsala. Voilà, donc le Marsala n'est pas loin. Hein. Elle est pas loin. Et ça, donc, c'est en base Solera. Et à un moment donné, au bout de 4, 5 ans, 6 ans, selon les années, on rajoute un mou, le mou du vin, dans ces cas-là, rouge ou au blanc, et pour le relancer dans la fermentation. Donc, vous avez ces côtés vin et vous avez ces côtés oxydés qui permet d'aller en contraste à la côté sucré du plat. Hein, ça l'allège le plat. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas vénitien, même si le Marsala, aujourd'hui, il est dans le monde entier. Parce que ça vient de Sicile, hein, Là, ça vient de Sicile. Ça vient exactement de Marsala, la ville de Marsala, Marco de Bartoli, qui c'est une famille très ancienne qui font des Marsala. Il faut savoir que dans cette maison, moi, j'ai actuellement 2 bouteilles de 1860. J'ai des bouteilles de 1911, 45. Elles se boivent encore ou pas? Bien sûr. Ah ouais? Vous êtes sûr, ça? 2, j'en avais 4, bien sûr. Ah oui? J'en avais 4, 2 je l'ai mis aux fiançailles de ma fille, quand elle s'est mariée, et 2 j'attends que mon fils il se marie. pour le mettre. Mais il est, voilà, et pour le moment il est accompagné, mais il n'est pas encore fiancé. Après avoir goûté ça, j'ai envie de lancer un mouvement, c'est il faut réhabiliter la zuppa inglese. Ah bah Pour oui. moi, la zuppa inglese, c'était un truc qu'on mangeait... souvent, les glaciers ils ont des parfums zuppa inglese. Ça ressemble, en C'était une effet. espèce de vieille soupe, je sais pas d'où. Mais là, c'est monstrueux. D'abord, c'est magnifique. Ouais, Mais c'est qu'est-ce que sublime. c'est bon, bon. Mais là, il faut faire un manifeste, il faut réhabiliter la zuppa inglese. Exactement. Parce Et que nous, ce qu'on entend elle est faire... galvaudée, elle est martyrisée, elle est foulée, piétinée, je sais pas. Oui, parce que en plus, c'est un dessert qui était à la mode dans les années 70 et tout ça, et notamment sur les côtes maritimes et notamment à Naples. Et là, il s'appelle aussi zuppa inglese parce que c'était beaucoup les Anglais, par rapport à son origine, qui étaient appréciés ces desserts. Et pour le faire, ce dessert, ça prend énormément de temps ou c'est très compliqué? Il faut être chef pâtissier pour faire ce dessert? Non, c'est un peu comme le tiramisu. Il faut avoir de l'attention, il faut voir le produit. Là, vous avez une crème de chocolat, là c'est du Chuao, vous avez une crème vanille de Tahiti, vous avez le kermès qu'il faut l'avoir. Non, c'est pas... Et une génoise. Bon, génoise, c'est pas quelque chose... Il y a plus de boulot qu'un tiramisu. Voilà, il y a Quand même, un hein. peu plus de boulot qu'un tiramisu. Mais je veux dire, quelqu'un qui est attentif un petit peu, c'est un dessert, pas de pâtissier, ça, attention. Ouais. Hein. Ok. Là, c'est mon pâtissier qui l'a fait, bien sûr. Mais c'est un dessert qu'on le fait dans la maison. Merci infiniment. Ben, merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Politique à table. Grazie. Grazie.